Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La musique se livre. Tous les mois, nous parlons d'un musicien, d'un groupe, d'un chanteur, d'une tendance musicale ou d'un genre, en essayant d'échapper le plus possible à la vision grand public de celui-ci. Pour cela, je suis accompagné d'un auteur qui a consacré un ouvrage de référence sur le sujet et qui aura le rôle de spécialiste. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Brice Miclet, auteur du livre Sample, aux origines du son hip-hop chez Le Mot et le Reste. Brice, bonjour. Bonjour. Comment bondit intérieurement quand il a entendu retentir les premières notes de ce Pump Up the Volume sorti en 1987 par le groupe britannique Mars. Et pourtant, je trouve que c'est un moyen assez simple de vous expliquer ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans ce nouveau numéro de La musique se livre, nous n'allons pas nous focaliser sur un artiste mais sur une multitude. Aujourd'hui, nous allons parler du sample et de la technique, voire de l'art associé, le sampling. Ce que vous entendez derrière moi, pendant que je vous parle, c'est un morceau original. Pourtant, celui-ci est intégralement constitué de sons, de phrases, de mots, de mélodies empruntés à d'autres artistes. 30 pour être précis. Parmi les musiciens et chanteurs exploités, dans tous les sens du terme, dans ce Pump Up the Volume, on retrouve Eric B. Rakim, James Brown, Afrika Bambaataa, Bobby Bird, les Bar-Kays, Fab Five Freddy, Graham Central Station, Fred Wesley, The Pleasure, Public Enemy, Run DMC et j'en passe. Bref, des artistes issus du funk et du hip-hop, pratiquement tous présents dans l'ouvrage de Brice Miclet dont nous allons parler dans quelques instants. Parmi ces 30 extraits, on trouve un cri, un « hey » pour être précis, provenant de la chanson Road Black du trio de producteurs Stock, Aitken et Waterman. À l'époque, Pete Waterman tente une action en justice et parle de vol total quand il aborde le sujet du sampling. Ce débat a été central dans les années 80 et surtout 90 avec le succès du hip-hop et les progrès technologiques, mais il n'a pas totalement disparu, comme nous avons pu le voir il y a quelques mois avec Christine and the Queen et sa chanson Dame Dis-moi. Alors, à quel moment les artistes ont-ils réellement commencé à en sampler d'autres ? Simple copie, hommage, vol manifeste ou véritable processus créatif ? C'est à toutes ces questions et bien d'autres encore que Brice Miclet répond dans son ouvrage Sample aux origines du son hip-hop. Brice Miclet, bonjour. Vous êtes journaliste musical. On peut vous lire dans les colonnes des Inrock, de Slate, Trax, Guitar Part ou West France. Vous êtes un spécialiste des musiques dites urbaines et principalement du hip-hop. Aujourd'hui, vous avez répondu à l'invitation de La musique se livre en tant qu'auteur de l'ouvrage Sample aux origines du son hip-hop publié chez Le Mot et le Reste. Alors, première question, pourquoi être allé se confronter à ce sujet à la fois artistique, juridique et technologique ? Eh bien, d'abord parce que c'est un sujet passionnant. C'est un sujet dans lequel on retrouve, se croisent plein de musiques différentes, en fait, du hip-hop à la soul, le funk, et en fait toutes les musiques. J'allais les énumérer, mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Et aussi parce qu'il y avait pas d'ouvrage consacré à cette pratique musicale, qui est pourtant une pratique absolument centrale. Alors pour le hip-hop, parce que ça fait partie de l'ADN vraiment du hip-hop de se tourner vers les autres musiques et de les sampler, mais aussi dans plein d'autres musiques, encore aujourd'hui dans la pop et dans les musiques électroniques. Et Mars en est un bon exemple. Et d'ailleurs, je n'ai pas bondi parce que j'aime bien ce morceau. En le sélectionnant, je me suis dit, ouais, finalement, c'était pas si catastrophique. Avant que l'on aille plus loin sur l'histoire du sample et surtout sur la sélection que vous nous avez concoctée, pouvez-vous, en 3 mots, expliquer à nos auditeurs ce qu'est un sample ? Alors, un sample, c'est à la fois simple et compliqué. Pour simplifier, c'est le fait de prendre un morceau, n'importe lequel, d'en isoler un extrait, mais vraiment l'empreinte sonore, c'est-à-dire qu'on va vraiment reprendre le morceau lui-même et de le détourner pour l'incorporer à un autre morceau. Alors on peut soit passer un extrait en boucle, on va prendre une mesure d'un morceau et la passer en boucle pour faire un autre morceau, ou juste des petits passages très ponctuels qu'on va insérer dans des morceaux hip-hop ou autres. C'est ça, les producteurs ou musiciens l'utilisent vraiment comme une matière. Voilà, c'est la matière première pour faire d'autres morceaux quand on pratique le sampling et qu'on compose à base de sampling. Tout ça va être beaucoup plus clair avec les différents titres que nous allons écouter. Le début du livre est passionnant parce que de manière didactique et vraiment sans nous contraindre à un jargon technique, j'ai noté la présence du glossaire à la fin au cas où. Vous nous faites un véritable historique qui débute bien avant les ordinateurs et les véritables sampleurs avec les DJ, un peu comme on a pu voir dans la série The Get Down sur Netflix. Ouais, c'est ça, c'est plutôt une bonne série d'ailleurs qui romance beaucoup. C'est une fiction, mais qui reprend bien l'environnement et la mythologie dans laquelle évoluaient les DJ hip-hop au début des années 70 et au milieu des années 70. Ouais. Donc la première technique, c'est d'utiliser un vrai disque. Voilà. Alors là, c'est ce qu'on appelle le merry-go-round. C'est DJ Cooler, qui est un
un DJ américain d'origine jamaïcaine d'ailleurs, qui officiait dans le Bronx au début des années 70 et qui prenait 2 platines, 2 disques identiques, et il s'intéressait notamment à ce qu'on appelle les breakbeats, c'est-à-dire les solos de batterie au milieu des morceaux de soul et de funk, et notamment de James Brown par exemple. Et il calait les 2 disques au même endroit, au début du break. Il démarrait le premier, donc le break jouait, et quand le premier break était terminé, sur le deuxième disque, il déclenchait l'autre. Et pendant que le deuxième jouait, il rembobinait le premier au début du break, et quand le deuxième avait terminé, hop, il réenclenchait, et ça passait en boucle comme ça, et donc il faisait tourner le break en boucle avec les... Ce qui lui permettait de tenir le rythme pendant que les MC, rappeurs ou autres... c'était surtout pour les danseurs, en fait. À l'époque ? À l'époque, c'était plutôt pour les b-boys. C'est le jargon pour les danseurs hip-hop. Et en fait, d'une certaine manière, même si on n'est pas en train d'extraire une empreinte sonore, on est quand même en train de boucler un passage, un extrait d'un autre morceau. Donc on est déjà presque dans le sampling, on est dans le sampling virtuel, on va dire. Très bien. Vous dites que les premiers emprunts qui pourraient se rapprocher du sample étaient en fait rejoués par des musiciens. C'est le cas par exemple de la fameuse basse de Good Times, du groupe Chic, reprise dans le célèbre Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. J'ai été très surpris de l'apprendre en vous lisant. Et je crois que c'est aussi le cas d'Africa Bambaataa, qui a repris le groupe Kraftwerk. Dites-nous en plus. Eh bien, étant donné que la technologie de l'époque permettait pas tout à fait de sampler des extraits longs, on les faisait rejouer en studio. Alors, Sugar Hill Gang le faisait grâce à un groupe qui s'appelait Positive Force, qui était un groupe de studio en fait, et il construisait un morceau avec des musiciens qui rejouaient juste l'extrait. L'extrait qu'on voulait de Good Times de Chic. Et pour Africa Bambaataa, c'est une mélodie du morceau Trans-Europe Express de Kraftwerk qui a été emprunté et qui est rejoué par Arthur Baker, qui est un des producteurs d'Africa Bambaataa, et qui la rejoue et qui en construit un morceau autour. Bon, écoutez, on va immédiatement écouter ce que vous venez de nous expliquer. On va commencer avec Trans-Europe Express, donc de Kraftwerk, et nous verrons comment Africa Bambaataa utilise la mélodie principale dans son Planet Rock juste après. Trans-Europe Express. Trans-Europe Express. Trans-Europe Express. Trans-Europe Express. Donc maintenant on va écouter Planet Rock d'Africa Bambaataa et on va voir comment il exploite la petite mélodie qu'on vient d'entendre. Alors, sur ce Planet Rock, vous voulez ajouter quelque chose ? C'est un très bon morceau. C'est un très bon morceau. On va avancer un peu dans le temps. 1983 marque la démocratisation des boîtes à rythme et l'année 84 vit un second Big Bang, dites-vous, illustré avec un titre de MC Chan, The Bridge. Que se passe-t-il exactement ?
Alors, ce qui se passe, c'est faut remonter un tout petit peu avant, en 84. À l'époque, en fait, il y a un producteur de hip-hop et ingénieur son qui s'appelle Marley Marl, qui va réussir un peu par accident à isoler les différents éléments d'une batterie. C'est-à-dire qu'il va réussir à isoler la grosse caisse, la caisse claire, le charlet, et ensuite à partir de ces éléments isolés, à les travailler et à les rentrer dans une boîte à rythme. Et ce qui était pas fait en fait à l'époque, en tout cas pas comme ça. Et là, il va réussir à les rentrer dans la boîte à rythme et à pouvoir les rejouer comme bon lui semble, c'est-à-dire à piquer en fait le son de grosse caisse, à piquer le son de la caisse claire à d'autres artistes. Et à libérer le hip-hop qui était joué surtout avec des boîtes à rythme à l'époque, à libérer le hip-hop des sons par défaut qui étaient contenus dans les boîtes à rythme. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un nombre de sons limité. Les boîtes à rythme avaient des banques de sons donnés. Et là, n'importe quel son de batterie est empruntable en fait pour le hip-hop, à condition que la batterie joue seule. Oui, pour pouvoir isoler précisément le son, puisque à cette époque-là, on pouvait isoler, on pouvait enregistrer, on va dire, ou échantillonner, à peine une seconde. Une minute à 0,5. On était vraiment sur le son en lui-même. Ouais, quasiment, ouais. À l'époque, oui, on est... C'est à peu près ça, ouais. C'est même parfois un peu moins. Parfois un peu moins. Alors on va illustrer ça. On va écouter un court extrait de Impeach the President du groupe The Honey Drippers et on va se focaliser donc sur le rythme. Ladies and gentlemen, we have the Honey Drippers in the house tonight. And they just got back from Washington, D.C. I think they got something they want to say. Et on a envie de continuer, mais on doit avancer. Et donc maintenant, on va entendre The Bridge de MC Chan et voir comment il a réexploité ce rythme. Ladies and gentlemen, we got MC Shan and Marley Marl in the house tonight. They just came from off tour, and they want to tell you a little story about where they come from. Donc si je résume, là on a un rythme original, mais qui est joué avec les sons qu'on a entendus précédemment. Voilà, alors en plus de ça, pour brouiller un peu les pistes, Marley Marl, il a les sons de la batterie qu'il a isolés, qu'il rejoue, mais il va en plus superposer les sons par défaut de la boîte à rythme. Donc là, c'est un peu sa tambouille d'ingé son, mais ce qui fait que le son est encore différent quand même de l'original. Il arrive encore à le modifier, et puis le fait à l'époque de prendre un son, de l'isoler, de le passer dans un sampler. Alors à l'époque c'est même pas un sampler, c'est un delay, de le passer ensuite dans la boîte à rythme et que ça repasse dans la console, etc. Le son il est quand même très modifié. Je sais pas si les auditeurs ont vraiment senti que c'est exactement la grosse caisse ou la même grosse caisse ou pas, mais pourtant c'est bien le cas, la matière première c'est exactement la même. Alors de 86 à 94 environ, les progrès sont immenses. Une grammaire du sample se met en place. Vous expliquez très très bien les différents termes en fonction de la méthode employée, puisque avec la technologie, le son est travaillé de plus en plus précisément et par divers procédés pour que parfois on essaie de même pas pour qu'on puisse piéger les auditeurs en ne pouvant pas pister la provenance du sample. On le verra un peu plus tard. C'est aussi à cette période que les premiers procès arrivent, puisque les artistes samplés commencent à réclamer leur dû. Oui, alors c'est pas tout à fait les premiers, par contre c'est la première vague. C'est-à-dire qu'il y en a eu avant. Alors Kraftwerk par exemple avait attaqué Afrika Bambaataa en 80, après la sortie du titre, donc on est en 83-84. Il y a eu d'autres choses, les De La Soul se sont fait attaquer, mais le vrai changement c'est en 92. C'est quand le rappeur Biz Markie est attaqué par le chanteur Gilbert O'Sullivan,
qui est un chanteur irlandais. Et là, ça va tout changer en fait. Biz Markie a repris le morceau Alone Again Naturally de Gilberto Sullivan sans son autorisation. Et on a fait un son hip-hop comique, ce que Gilberto Sullivan ne tolère pas en fait. Lui, il voulait bien qu'il soit samplé, le principe ne le dérangeait pas. Mais le fait que ça soit pour en faire quelque chose de comique et de loufoque, il n'est pas d'accord. Donc il avait dit non à Biz Markie l'a fait quand même. Et donc procès. Et là, Biz Markie perd, il n'a aucune raison de gagner, de toute façon, il est en tort complètement. Et là, il va y avoir une jurisprudence, en fait, à partir de là, le juge américain va statuer, va dire que désormais, pour sampler un son, il faut l'autorisation de l'artiste original et un pourcent. Alors, il y a un deal qui doit se mettre en place. Alors, soit on donne une somme et on a les droits master plus les droits sur les droits d'auteur, soit il y a un pourcentage sur les droits d'auteur qui se met en place. Mais ça peut très bien être 2%, ça n'arrive jamais, mais ça peut très bien être 2%. Mais la plupart du temps, c'est 50%. À partir de là, il y a des artistes originaux qui vont commencer à travailler des prix assez élevés, 75%, parfois même 100%. Et un type comme David Axelrod, qui a été un compositeur très très samplé, disait moi c'est 75%, c'est mon tarif. Et il arrivait à être samplé quand même parce que sa musique était tellement bonne, et les producteurs avaient tellement envie de la sampler qu'ils payaient quand même quoi. D'accord. Donc en fait, et pour les plus gros samplés, les James Brown, les Clinton, enfin ces gens qui ont été pillés, enfin je sais pas si on peut on peut dire même quand on est d'accord. Pareil, ils sont allés vers ces deals assez rapidement. Ouais, puis c'était les maisons de disques qui avaient James Brown, c'était quand même relativement tôt. Il a été samplé assez tôt, donc la maison de disques, il me semble c'était Polydor, avait quand même commencé en plus à produire des rappeurs. Donc savait comment ça se passait. Il y a même des rappeurs qui allaient... Alors, MC Solar, par exemple, a signé chez Polydor France parce que James Brown était chez Polydor. Pour utiliser le catalogue, en fait. Pour pouvoir potentiellement utiliser le catalogue. Et aussi, lui, il dit que c'est plutôt en hommage, parce que c'était la maison de disques de son idole. Il y a aussi de ça. Alors, il n'y a pas énormément de cas comme ça de rapprochement entre artistes qui signent chez les maisons de disques pour avoir des droits, mais ça peut exister, ça peut faciliter des choses. Alors, on va se plonger maintenant dans plusieurs exemples issus de votre livre. On va débuter en 1991 avec un groupe transgressif bien connu des spécialistes, mais peut-être moins de nos auditeurs, Ghetto Boys et son leader nain. Groupe produit par Scarface, qui va, sur le titre Mind Playing Tricks on Me, utiliser un sample d'Isaac Hayes. J'invite nos auditeurs à découvrir ou redécouvrir Isaac Hayes avec le podcast d'une précédente émission entièrement consacrée à cet artiste. On va d'abord écouter Ghetto Boys, puis l'original, et vous nous parlerez de ce choix ensuite. At night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga, I'm paranoid sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing I ain't living right, but I ain't going out without a fight. See, every time my eyes close, I start sweating and blood starts coming out my nose. It's somebody watching the act, but I don't know who it is, so I'm watching my back. I can see him when I'm deep in the covers. When I awake, I don't see the motherfucker. He owns a black hat like I own, a black suit and a cane like my own. Some might say take a chill, B, but fuck that shit. There's a nigga trying to kill me. I'm popping in the clip when the wind blows. Every 20 seconds got me peeping out my window. Investigating the joint for traps. Taking my telephone for taps. I'm staring at the woman on the corner. It's fucked up when your mind is playing tricks on you. On va se faire plaisir, on va écouter la version originale par Isaac Hayes.
l'utilisation est assez claire, mais vous voulez nous en dire un peu plus ? Il y a plusieurs extraits en fait. Donc c'est là, ça se concentre sur le début du morceau qu'on a entendu. Il y a des passages où il y a des descentes de guitare qui ont servi aux Ghetto Boys à faire leurs couplets, les couplets de Mind Please and Me. Et il y a un riff de guitare où la guitare est beaucoup plus prononcée, qui sert de refrain aux Ghetto Boys. Et c'est assez rare en fait pour l'époque de voir. À l'époque déjà le hip-hop s'est conformé au canon radiophonique de la musique, et donc les refrains sont rappés. Enfin, ou alors pas encore chantés, mais déjà rappés. Il y a quelqu'un qui fait le refrain. Et là, sur Mind Please and Me, il y a juste un refrain instrumental. Et ce qui est très rare en fait pour l'époque, surtout dans le hip-hop. Et parce qu'en fait le sample est tellement bon, le sample est tellement évident qu'il n'y a pas besoin, quoi. Il n'y a juste pas besoin de rapper, c'est déjà servi sur un plateau. Et en plus, ce qui est super dans ce titre, c'est qu'il y a aussi un sample de batterie. Et les deux matchent parfaitement au niveau de la rythmique de la guitare et de la batterie. Les deux, l'association des deux, le collage de deux samples est parfait, quoi. C'est une illustration assez évidente de ce qu'on peut faire simplement avec le sampling. Que c'est bien dit. Merci. Alors en 1992, on passe à l'extrait suivant. Je vais citer votre livre. Le producteur Buck Wild ne tergiverse pas. Il déclare: dans les années 90, avant que je ne perce, Pete Rock était le boss. Tout le monde voulait être Pete Rock. Quand tu mettais des cuivres dans ton son, quand tu faisais un beat à partir de ça, c'était un peu comme si tu copiais Pete Rock. N'importe quel mec qui a percé à cette époque te dira la même chose. Après avoir fait ça, tu te disais « Ok, je sais faire un beat à la Pete Rock, maintenant je dois me distinguer ». Parlez-nous un peu de Pete Rock et de son titre Troy que l'on va écouter. Pete Rock, c'est un des très très grands producteurs du hip-hop, avec DJ Premier, avec J Dilla, avec Razzie. Voilà, ça fait partie vraiment des très très grands noms. C'est un New-Yorkais et c'est quelqu'un qui a évolué dans diverses formations, qui a produit pour plein de rappeurs différents dès la fin des années 80, et qui ensuite a eu ce duo avec CL Smooth, le rappeur CL Smooth. Et ils ont fait plusieurs albums qui sont absolument cultes et qui sont notamment pour le sampling, qui sont extrêmement importants. Et il y a notamment un titre, Troy, et qui est un peu la pièce maîtresse de Pete Rock au niveau du sampling et de la production hip-hop. Alors, on va d'abord écouter Pete Rock, et ensuite la partie utilisée donc dans le morceau Today de Tom Scott. Alors pour le morceau de Tom Scott, c'est assez court, hein, c'est seulement 2 mesures. Donc on va écouter que cette partie-là dans un deuxième temps. On s'occupe tout de suite de Troy de Pete Rock. I reminisce. Yeah. I reminisce for a spell, or shall I say think back 22 years ago to keep it on track. The birth of a child on the 8th of October, a toast, but my granddaddy came sober. Count all the fingers and the toes, now I suppose you hope the little black boy grows. 18 years younger than my mama, but I really got beatings cause the girl loved drama. In single parenthood, there I stood. By the time she was 21, had another one. This one's a girl, let's name her Pam. Same father as the first, but you don't give a damn. Irresponsible, plain not thinking. Papa said chill, but the brother keep winking. Still he won't down you or tear out your hide. On your side while the baby make a slide. But mama got wise to the game. The youngest of 5 kids, hun, here it is. After 10 years without no spouse, mama's getting married in the house. Listen, positive over negative for the woman a master. Mother Queen's rise in the chapter. Deja vu, tell you what I'm gonna do. Et maintenant, on va entendre donc les quelques mesures utilisées chez Tom Scott.
c'est assez court. Alors, Troy and Today. Il y a plusieurs choses. Enfin, ce qui est hyper intéressant, c'est que Pete Rock arrive à faire au niveau du son. Le morceau hip-hop est très volumineux en fait. Il y a beaucoup d'éléments. La batterie aussi est assez complexe. C'est un peu un sorte de mur du son quand même quand on écoute ce morceau assez fort. C'est un morceau un peu imposant, extrêmement bien mixé au niveau de l'ingénierie son. C'est assez fort. Et surtout en fait il y a des filtres derrière. Et Pete Rock, à l'époque en fait il y a beaucoup de producteurs hip-hop qui ont émergé, qui sont déjà des grands noms. Ceux qu'on a cités tout à l'heure, il faut que chacun trouve sa particularité. Et en fait, Pete Rock a les cuivres, les samples de cuivre qu'il chérit particulièrement, mais il a aussi le fait de manier les filtres, et donc d'étouffer des sons, de faire juste passer les aigus. Et souvent, il va sampler 2 fois le même extrait, il va superposer les 2 extraits, mais il va en filtrer un, il va faire passer que les basses. C'est un filtre passe-bas sur un des 2, ce qui va en fait alourdir le son, mais il va quand même garder sa clarté avec le sample qui n'est pas modifié. C'est un peu technique, mais ça donne une couleur et une patte à sa musique assez unique pour l'époque. C'est passionnant. On se rend compte là qu'on est vraiment en train de, comme on le disait en début d'émission, de manipuler une matière. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de l'emprunter. Une fois qu'on l'a emprunté, on la travaille par des effets de filtre, de ralenti, d'accéléré. Enfin, tout ça est très bien expliqué. On va enchaîner avec un hit de 1994, un vrai gros hit. Mais avant de le diffuser, nous allons entendre Michael McDonald qui en 82 sortait I Keep Forgetting. Les plus avertis vont vite savoir qu'il l'a samplé ensuite et de quel rappeur nous allons parler. L'instrumental de cette chanson va être tellement bien exploité par Warren G dans le single Regulate que Michael McDonald aurait déclaré qu'il préférait cette nouvelle version, entre guillemets, à son propre titre. Parlez-nous de Warren G, fer de lance du G-Funk. Alors c'est pas le fer de lance du G-Funk, c'est un des fers de lance. Le fer de lance du G-Funk, c'est Dr. Dre quand même. Oui, voilà. Bon, d'accord. Mais Warren G est très haut placé aussi. Non, voilà, c'est un rappeur qui évolue dans l'entourage de Dr. Dre, qui a des liens de parenté avec lui, et qui cherche, et qui à l'époque arrive pas trop à émerger en fait, en 94. Et donc il va reprendre plus ou moins la recette de Dr. Dre. Qui est une recette qui à l'époque cartonne, c'est-à-dire reprendre des sons, alors soit de G-Funk, donc George Clinton, Parliament, etc., Ohio Players, et de les sampler et de manier ensuite les synthétiseurs Moog, etc. Enfin, c'est une patte sonore très particulière au rap californien de l'époque. Et ou alors on utilisait aussi des samples un peu dans la veine de celui de Michael McDonald, des choses qui sonnent très californiennes aussi, et surtout pas toujours s'embêter à trop modifier le sample. C'est-à-dire que là, il est quasiment pas modifié. C'est les 2 premières mesures du morceau de Michael McDonald qui sont isolées, qui sont mises en boucle. Et on met une batterie pop par-dessus et terminé. Et Warren G, avec ça, alors il y a un featuring, alors c'est Ned Dogg qui est en duo avec lui sur ce morceau. D'ailleurs, il n'y a pas de refrain sur ce morceau. J'avais dit tout à l'heure que au niveau des refrains, c'était particulier. Bah là, ça l'est encore. Et là, ça va être un carton énorme. Vraiment énorme. Un des plus gros cartons de l'histoire du rap à l'époque. Bon, on écoute ça tout de suite, Warren G avec Regulate. Regulators.
We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep. Regulators! Mount up! It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets trying to consume some skirts for the E, so I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you skirts know what's up with 213. So I hooked a left on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the ride and said, what's up? Some brothers pulled some gas, so I said, I'm since these girls peeping me, I'm gonna glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren's wealth. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight pound for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down. Bien sûr, tous les titres de cette émission seront disponibles sur la playlist, car malheureusement, il est difficile de les diffuser en intégralité. Nous allons passer maintenant à un sample moins évident. Vous dites à ce sujet, la force d'un sample réside bien souvent dans son mystère. C'est le cas avec Mobb Deep en 1995. Oui, qui fait son plus gros tube, Shock Ones Part 2, avec une instrumentale assez démente, enfin assez géniale, très simple, très lourde, qui correspond bien au rap new-yorkais de l'époque, très menaçante et très noire. Et qui, en fait, c'est un sample. Alors, on n'arrive même pas trop à savoir, quand on écoute le morceau de Mobb Deep, quel instrument est samplé, en fait. Une guitare, on ne sait pas vraiment, un synthé. Et en fait, personne n'a su pendant très longtemps. Et bien des années plus tard, dans les années 2010, quelqu'un a trouvé. Et donc, c'est un morceau d'Herbie Hancock, le morceau de Jessica. C'est au début du morceau, il y a un piano. Et ce piano, même quand on l'écoute comme ça, quand on écoute l'original, franchement, il est quasiment impossible à reconnaître. Mais en fait, il est tellement modifié. Déjà, il est ralenti, il est découpé en 3. Et chacune des 3 parties est jouée à une tonalité et donc à une vitesse différente. Alors, je vous propose qu'on écoute cette intro de Herbie Hancock et on va en reparler. On va la remettre une deuxième fois pour que vous nous expliquiez après le travail dessus. Alors, qu'est-ce qu'il en a fait exactement ? Alors, en fait, il en a isolé, il a pris cet arpège de piano, il en a isolé 7 notes. Et il me semble que c'est les 4 premières exactement qui sont jouées. Alors, déjà, il ralentit tout. Il ralentit tout et le fait de ralentir baisse la tonalité. Ça veut dire c'est dépitché. Ça veut dire dépitcher un son. À l'inverse, quand on augmente la vitesse de lecture, la tonalité augmente. Ça s'appelle pitcher. Donc là, c'est dépitché. Et donc les 4 premières notes sont dépitchées à une vitesse, à un tempo et donc à une tonalité. Et les notes suivantes sont dépitchées à encore une autre vitesse différente et donc à une autre tonalité. Ce qui change en fait complètement l'arpège et les notes qui sont jouées. Et donc en fait l'arpège on la reconnaît quasiment plus. Mais la matière première elle est bien là, elle est bien chez Herbie Hancock. Je vais me faire l'avocat du diable avec une question honteuse. Je reconnais parfaitement le toucher d'Herbie Hancock. Mais je veux dire, quand on est à ce travail sur 7 notes, qu'est-ce qui fait que ces producteurs préfèrent dépitcher, manipuler ces 7 notes plutôt que les jouer ? Alors, c'est une vaste question. D'abord, il y a l'habitude de composer qui est comme ça. Il y a une sorte de discipline en fait. Le sampling, c'est devenu c'est devenu presque un jeu quoi. Il y a, je pense que c'est des producteurs qui n'auraient pas eu l'idée de le faire s'ils n'avaient pas tout ce processus de modification d'un son d'origine. Les idées, elles viennent comme ça, elles viennent ils produisent comme ça, la musique, les idées viennent d'ailleurs. Alors, ensuite, il y a les sons générés qui vont arriver, et donc là, on va commencer avec le développement de la musique assistée par ordinateur, à composer
soi-même, enfin sans sampler. Mais à l'époque, ça se fait comme ça. C'est une espèce de mécanique, une espèce de jeu. C'est aussi entre les producteurs, c'est-à-dire tout le monde sait que c'est un sample chez ce morceau de Mobb Deep, mais personne ne sait ce que c'est. Et ça, pour un producteur hip-hop, c'est le must. Surtout quand on a réussi à sampler Herbie Hancock sans que personne ne reconnaisse. C'est le Graal un peu pour un producteur hip-hop. Dans l'espèce de jeu, de la compétition qu'il y a entre les producteurs, c'est trop bien. Je vois cette idée. On va l'écouter tout de suite. Check it out now. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers. The mob comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share for all those who wanna profile and pose. Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for theyself in his land, we be gunning. And keep them shook crews running like they supposed to. They come around, but they never come close to. I can see it inside your face, you're in the wrong place. Cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You could put your whole army against my team, and I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You're minor, we major. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't make me have to call your name out. Your crew is featherweight. My gunshots will make you levitate. I'm only 19, but my mind is older when the things get for real. Alors nous avons entendu des samples issus de la musique électronique, du funk, de la soul, de la pop et du jazz. Nous faisons un bond dans le temps en 2002 et nous partons en Inde puisque Bollywood aussi a inspiré des producteurs et des DJ. Alors comment on en arrive à sampler ce Toda Resham Lagtae de Lata Mangeshkar? Eh bien, c'est une histoire assez particulière en fait. C'est un producteur de rap qui s'appelle DJ Quick qui va un jour entendre il pense que c'est une pub en fait à la télé. Et en fait, c'est un extrait de film, c'est le film Jyoti. C'est un film de Bollywood qui sort en 81. Et il entend, il voit à la télé la scène de ce film, donc qui est une scène où, très, très Bollywood, où les gens dansent, etc. C'est une histoire d'amour, très, tout ce qui est plus normal dans Bollywood, c'est toujours un peu les mêmes scénarios. Et il va avoir un peu un flash en fait sur ce son. Et il va le sampler et envoyer une démo à Dr. Dre, qui est donc un des plus gros producteurs, un des plus gros rappeurs, si ce n'est le plus gros de l'époque, avec Puff Daddy. Et Dr. Dre est en train de bosser sur le premier album d'une jeune artiste qui s'appelle Truth Hurts, qui est une chanteuse avec qui il sort d'ailleurs plus ou moins. C'est ce qu'on dit. Et
Et en fait, à l'époque, normalement, DJ Quick est censé avoir demandé l'autorisation. Comme c'est le cas depuis 1991, depuis la jurisprudence qu'on a évoquée tout à l'heure. Et il oublie de le faire. Il oublie de le faire, enfin on sait pas, en tout cas il le fait pas. Lui il dit qu'il a oublié, personne ne sait trop ce qui s'est passé. Et donc résultat, le Dr. Dre donc, reprend cette démo, l'arrange, l'améliore, et en fait le single de l'album de Truth Hurts, qui s'appelle Addictive. Et c'est un énorme carton. C'est un très gros succès à l'époque. Et sauf que procès. Et là, le procès, ça fait très très mal. Le label, c'est la société indienne qui édite donc la bande originale du film Jyoti, donc qui a été samplée, qui réclame un $2 million à Aftermath, le label de Dr. Dre. Alors il y a un arrangement qui va être trouvé. La somme sera pas versée, mais va y avoir une somme de versée quand même. On la connaît pas. Enfin, il y a des chiffres qui sont sortis, mais il y en a plusieurs, donc on sait pas tellement. Et l'album doit être retiré des bacs et remis en vente, alors soit sans le single, soit s'il y a arrangement avec le single, mais il faut attendre qu'il y ait arrangement. Et donc il y aura arrangement, l'album va ressortir avec le single, mais la carrière de Truth Hurts c'est foutu. Dès le premier album. Malgré le succès du... Parce qu'elle quitte Aftermath. Après, c'est un gros coup dur en fait pour l'époque, parce que c'est à deux doigts de couler un des plus gros labels de hip-hop de l'époque, celui de Dr. Dre. En tout cas, pas un des plus gros, mais un de ceux qui a le plus le vent en poupe. Et puis ça crée des conflits entre elle et Dr. Dre et DJ Quick. Alors personne ne comprend trop, et donc elle quitte Aftermath. Et donc après ça, un début de carrière pareil, certes il y a le succès, mais il y a le procès, il y a le fait de quitter le label, etc. Derrière elle fera plus rien. Enfin elle fera un album, une compile, et puis ciao quoi. On écoute quand même Addictive, qui est un excellent morceau. De couper tous ces bons morceaux, mais nous avons encore beaucoup de musique à explorer avec vous, Brice Miclet. Les bandes originales de films représentent aussi une source immense d'inspiration pour les producteurs en quête de samples originaux. On en a parlé un peu avec Isaac Hayes en début d'émission. Nous allons écouter maintenant Lalo Schifrin avec un titre issu de la bande originale du film Le Retour de l'inspecteur Harry avec Clint Eastwood et interprété par Roberta Flack. Brice, je vous redonne la parole juste après. Chers auditeurs, soyez attentifs à l'introduction. Alors parlez-nous de la manière si particulière que va avoir DJ Premier de sampler ce que nous venons d'entendre. Vous pouvez même nous présenter DJ Premier qui est une figure importante du hip-hop. Qui est une figure absolument majeure, et surtout dans le sampling. DJ Premier, ça a été la moitié du duo Gang Starr qu'il avait avec le rappeur Guru. Et c'est quelqu'un, donc bon, ils ont eu plusieurs albums depuis la fin des années 80 jusqu'au décès de Guru au début des années 2000, au milieu des années 2000. Et c'est un producteur qui a poussé extrêmement loin, un peu comme Pete Rock, qui a poussé extrêmement loin la technique du sampling
et notamment du chopping, c'est-à-dire le fait de prendre un extrait, de le découper dans tous les sens, de le modifier, d'en changer les tonalités, etc. Et surtout, DJ Premier, il avait 2 particularités principales. La première, c'est qu'il arrivait à prendre un extrait très court, un sample très court, et à l'étirer en le découpant, en le faisant rejouer, à créer une boucle complètement inédite à partir de quelque chose de très court. Et ça, techniquement, c'est extrêmement difficile. Donc, s'il y a des gens qui pensent que sampler, c'est facile, il faudra écouter du DJ Premier, je pense qu'ils vont vite déchanter. Et sa deuxième marque de fabrique principale, c'est ce qu'on appelle les scratch hooks. Les scratch hooks, c'est les refrains à base de scratch. Donc souvent sur les productions de DJ Premier, le rappeur ne rappe pas le refrain, ou un petit peu. C'est plutôt lui qui va, avec les scratchs, il va scratcher d'autres morceaux, il va composer le refrain lui-même. C'est le producteur qui joue le refrain. Et c'est vraiment sa marque de fabrique. Et là, sur ce sample, ce qu'il va faire, c'est que l'espèce de synthé du début, il va découper chaque note en petites portions, et il va les rejouer de manière assez saccadée pour en faire la mélodie principale du titre The Format du rappeur AZ. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a une boucle qui est prête, donc ce synthé là, de Lalo Schifrin, mais il va quand même y toucher. Il va quand même la découper de manière assez subtile pour donner du groove à son morceau hip-hop, et c'est DJ Premier, quoi, c'est assez fort. I'm ready. Come on! You know the chronicles, the shit that if mama knew, the stress, the drama do, the text phenomenal, rapid fire, pecs through the abdominal, you bastard liars, me who's the honorable, bathed and clothed up, shaved and close cut, restraint from temptation, was drained from both nuts, now in the physical form, verbalized through the scriptures, I was biblically born as Aya, Jebemiah, conceived through the blunt fire, on Kawasaki's Gorilla up on one tire, well respected, gel connected, got the method for them pretty females, perfected for sure, very few flaws, heavy Chevy 2 doors, candy painted to give a nigga the blue balls, pause, this the life I chose, then did the 360, the ciphers closed, come on, the format is real sickening, contagious, here I come, Jay-Z, there you go, still, I don't have to run no game, I've done those things, young and gifted, my tongue's prolific, in the beach bungalow is how I brung in Christmas, for the street summer flow, from the hungriest district, switch kicks, crisp when I come to them picnics, play slow, paper chase stack and lay low, range rove, tinted all black, the same old, psychic mind. Avant-dernière sélection de cette émission qui touche malheureusement à sa fin, avec celui que vous présentez comme l'un des artistes hip-hop les plus captivants de son époque, J. Cole, et son titre Can't Get Enough, sorti en 2011. Cold world, Southside, can't get enough, Eastside, Westside, worldwide, ride out. Nah, I ain't got no kids yet, but this right here's for practice. I hate to get the seats in the Benz wet, but that's how good your ass is. Make an old man get his glasses, make Wesley pay his taxes, then follow your moves all week on Twitter. Probably make a gay nigga reconsider. You're now rockin' with the best, man. Dress game down to the sex game. Won't brag, but the boy been blessed, man. Let you play with the stick, Ovechkin. She calling, she texting, she's falling, but let me explain. Gotta tell your old boyfriend skate, girl, cause a nigga don't play them X games. Nope, straight sexing, no handcuff or arresting. And I ain't coming off on my last name, cause I really can't take no stressing about where I done been, who I done hit. Your homegirl saying he a bad boy, but I'm signed to the rock, no time for the gossip. Bitch, put down them tabloids. She said, I heard you got a main chick, a mistress and some hoes. You be up to no good and everybody know. My homegirls tried to want me, they tried to let me know. What you got, I need a lot, so I can't let you go. She said, I can't get enough, can't get enough. I need that. I can't get enough, can't get enough. I need that. I can't get enough for what you got. Good guys, you hit the spot. Try to let go, but I just cannot. So don't you stop, I need that. Glow. Alors Brice, on part vers la Guinée, je crois. Tout à fait. C'est Bala et ses Baladins, qui était un groupe qui a eu énormément de succès en Guinée. C'était une sorte d'orchestre national en fait. Après l'indépendance de la Guinée, il y a eu une politique de nationalisation de la culture et notamment des orchestres. Ça s'est fait dans d'autres pays d'Afrique d'ailleurs.
Et Bala et ses Baladins étaient un des grands orchestres qui était financé par l'État, dont les musiciens étaient formés par l'État, et qui allaient jouer la musique traditionnelle d'abord dans le pays, un peu partout, pour un petit peu contrer l'influence occidentale, l'influence musicale occidentale, et pour affirmer aussi une nouvelle culture nationale, quoi. Et donc Bala et ses Baladins ont été très productifs. Ils avaient les studios ouverts, c'était Sékou Touré qui était président, et donc ils ont été très prolifiques et ils ont sorti des super albums. Alors certes, qui sont influencés quand même par la musique occidentale, mais qui ont toujours quand même cette tradition très forte. Et leur titre Paulette en 80, c'est leur plus gros succès. Et comment ça tombe entre les mains d'un type comme J. Cole ? Bon, disons que cette musique-là, Bala et ses Baladins, c'est quand même relativement connu. C'est pas un truc qu'on allait chercher dans le fond des bacs, c'est bon. Et puis il faut savoir que les producteurs hip-hop, dès les années 90, sont allés chercher de la musique partout dans le monde. Et sont allés dénicher des choses inconnues, mais complètement inconnues, complètement oubliées. Enfin, il y a un producteur phare du hip-hop qui s'appelait Madlib, il dit qu'il a 4 tonnes de vinyle chez lui. Voilà, bon, mais ça c'est pas le seul. Il y a des types, il y a même des Français qui amènent, qui vendent. En fait, il y a des gens, des diggers qui parcourent le monde pour trouver des disques pour les producteurs hip-hop. C'est-à-dire que ils vont prendre un disque qu'ils ont trouvé, je sais pas, en Azerbaïdjan, je sais pas où, et ils vont le donner à des producteurs en disant bah tiens voilà, là-dessus il y a des samples, je te les ai marqués les samples, ils sont là, le reste c'est poubelle, tu peux prendre ça, tiens tu me files un billet, terminé. Et le producteur a des samples en main. Préfet. Et donc tous les pays du monde ont été explorés. Il reste des choses à explorer, mais donc là la Guinée, Bala et ses Baladins, c'est un peu, ça peut paraître exotique comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça finalement. Bon, on va écouter rapidement la partie de Paulette de Bala et ses Baladins, samplée en 2011. Beni diana mole de lola de lana Paulette. So funny monela, beni diana mole. So funny monela, beni diana mole de lola de lana Paulette. Bala et ses Baladins qui seront aussi dans la playlist disponible sur le site de la radio. Dernier genre exploité par le hip-hop, la comédie musicale. En 1976, Tommy Butler compose et met en scène Selma, une comédie musicale en hommage à l'action et à l'engagement de Martin Luther King. Le titre Prison Song sera samplé en 2017 par le rappeur Future, on en parle tout de suite. C'est le producteur Metro Boomin qui, du haut de ses 23 ans, pense à utiliser cette chanson. Ouais, qui fait un peu partie d'un patrimoine noir américain assez fort quand même. C'est une comédie musicale qu'on connaît relativement peu en France, mais qui est quand même connue aux États-Unis. En plus, c'est l'histoire de Martin Luther King, de Selma, la marche de Selma, etc. Donc c'est une histoire importante. Donc sampler ça, c'est pas rien. Il y a quand même une signification souvent. On dit souvent que le sample peut être un hommage à un artiste, etc. Bon, la plupart du temps, c'est juste une recherche de son et de couleurs. Là, pour le coup, quand même, c'est pas anodin de sampler ça. Oui, et ce que va en faire Future. En plus, alors ce qui est marrant, c'est que c'est une flûte qui est samplée. Et à l'époque, en 2017, on est dans une période où il y a beaucoup de flûtes dans le rap américain. Pourquoi ? C'est compliqué à dire, mais en tout cas c'est un élément musical qui est pas mal utilisé dans des gros tubes hip-hop, la flûte traversière notamment. Ouais.
Donc là, on va écouter le mélancolique Maskoff de Future, comme vous le dites, qui utilise la flûte de Prison Song. Call it how it is. Hendrix. I promise you, swear. I'm there, admit it. Yo, Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set. Chase a chick, never chase a bitch. Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Percocet, Miley Percocet. Chase a chick, never chase a bitch. 2 cups, toast out with the game. From food stamps to a whole nother domain. Brice Miclet, merci pour tous ces éclaircissements. Votre livre parle d'autres mariages musicaux tout aussi surprenants, comme Kool G Rap et Billy Joel, The Pharcyde et Stan Getz, NTM et Chopin, Lil Bo et François de Roubaix, Action Bronson et Dean Martin, et j'en passe. Bien entendu, actualité oblige, je souligne que vous racontiez déjà dans votre ouvrage comment le célèbre Dr Dre a samplé Parce que tu crois de Charles Aznavour. Merci infiniment Brice Miclet d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, Sample aux origines du son hip-hop chez Le Mot et le Reste. Le podcast de l'émission ainsi que la playlist de tous les titres diffusés sont disponibles sur le site de Fréquence Protestante et la page Facebook de La Musique se livre. Pour nous quitter, j'ai choisi un titre du regretté Tupac, What's Your Phone Number, qui repose principalement sur un sample du titre 7779311 composé par le non moins regretté Prince pour le groupe The Time. On se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. What's your phone up? Now I can make miracles with tempo. It's instrumental, written for the nymphos. That's the intro. Shook when you rush me, walked up and touched me. Why do you wanna fuck me? Just cause I'm paid in the worst way, true. Looking kinda good in your birthday suit. I wonder if you're wild or you act shy. Do you like to be on top or the backside? Watch when you lick your lip, you shake your hips. Goddamn, I love that shit. Now let's stop fake and be real now. I got a room and a heart on steel down. Man, just standing at a bar full of black dudes. Say you wanna see my scar in my tattoos. When we headed for my heart out, act right. Boss player when I ride out, that's right. What's your phone number? If you really wanna fuck with me, I'm ready. Baby, let me give you a call. How long will it take to break you off? If you really wanna fuck with me, I'm ready. Hey, baby, let me give you a call. How long will it take to break you off? Oh shit, baby, he's a dime piece, more than just fine. She personally best from the cards. If I see the right now, she could get me hard. Didn't wanna talk to me just